Jean-Louis Roux, vous avez eu des certificats d'études en physique générale, je crois, en chimie, puis vous avez fait 3 années de médecine. En effet. Comment vous expliquez ça? D'abord, le certificat qui porte ce nom pompeux, là, ça correspond tout simplement à ce qu'on appelait à l'époque la prémédicale. C'est-à-dire qu'après avoir fait le cours classique, avant d'entrer en médecine, on faisait une année d'études prémédicales. Et ensuite, j'ai fait effectivement 2 années et demie de médecine, c'est-à-dire que j'ai abandonné au milieu de la 3e année. Et alors, à ce moment-là, il y avait Jean Gascon également qui était en médecine, qui avait commencé un peu avant moi. Et un jour, on a fait un pacte ensemble. On s'est dit, si jamais l'un de nous quitte la médecine et décide de se lancer dans la comédie, au théâtre, il faudra que l'autre suive. Et alors un jour, j'ai croisé Jean Gascon dans un des couloirs de l'université qui m'a dit, ben ça y est, je quitte la médecine aujourd'hui. Alors je lui ai dit, bon, alors moi-même, il faudra que je quitte aujourd'hui puisque c'est notre pacte. Et je suis allé voir l'aumônier de l'époque qui s'appelait l'abbé Léveline, parce que je craignais un peu d'annoncer cette nouvelle moi-même à mon père, et j'ai demandé donc à l'abbé Léveline, je lui ai dit, ça fait partie de vos fonctions. Je lui ai demandé de passer la nouvelle à mon père. Il devait bien s'en douter un peu, parce que tout au long de vos études secondaires, pendant votre cours classique, je crois que vous étiez sur les planches. Oui, j'ai commencé à faire du théâtre en tant qu'élève. D'ailleurs, j'ai commencé même à l'âge de 7 ans quand j'étais au jardin d'enfants. Et puis, quand j'ai commencé mon cours classique au Collège Sainte-Marie, le Collège Sainte-Marie, à ce moment-là, mettait beaucoup d'importance sur le théâtre en tant que matière parascolaire. C'est-à-dire qu'on y montait des pièces, soit avec des élèves, soit avec des anciens élèves du Collège Sainte-Marie. Le groupe s'appelait à l'époque, il était assez connu, les Anciens du Jésus. Le père Legault était venu en coulisses et m'avait demandé si je voulais faire du théâtre avec les compagnons. Alors évidemment, moi, c'était une chose absolument inespérée qui m'arrivait à cette époque-là. C'était en 1939. C'était un rêve, puisque les compagnons, pour nous, à ce moment-là, représentaient la troupe par excellence. Et j'ai donc commencé à jouer avec les compagnons à ce moment-là. Et j'ai joué assez régulièrement avec eux jusqu'en 1942. En 1942, Madame Ludmila Pitoev est arrivée à Montréal. Elle y a monté des spectacles et j'ai commencé à travailler avec elle. Et je pense que c'est surtout ce travail qui a été déterminant dans le choix que j'ai fait ultérieurement pour le métier de comédien. Et puis, c'est en 43 ça que vous avez décidé de quitter la médecine? Non, en 45. En 45. En 45. Vous êtes allé étudier en France le théâtre à ce moment-là? Je suis allé étudier en France, effectivement. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, puisque nous avons sensiblement le même âge, même si je crois que je suis un petit peu plus âgé que vous. C'est que toute notre éducation avait été centrée sur la culture européenne et la culture française en particulier. On parlait très peu en art et en littérature en particulier des États-Unis ou d'une tradition américaine à l'époque. Et comme depuis 1939 nous avions été complètement coupés de cette culture européenne et de la culture française en particulier, je crois que quand la guerre s'est terminée, nous n'avions qu'un désir, c'était de rétablir les liens avec l'Europe et idéalement d'aller en Europe, de prendre un bain de littérature, de théâtre, de peinture, de musique, remonter aux sources. Alors, à ce moment-là, j'ai vécu une espèce de petit conte de fées. Parce que vous avez joué pendant ce Oui. séjour en Europe, vous avez joué à la Comédie des Champs-Élysées, au Théâtre Sarah-Bernard. Et au Théâtre Grammont, et j'ai surtout fait de la tournée. Vous avez fait de la tournée? J'ai surtout fait de la tournée dans beaucoup de villes de France. Mais est-ce que vous aviez un maître? Est-ce qu'il y a... Non, vous avez travaillé avec un professeur? J'ai continué à travailler avec Ludmila Pitoev, mais je crois que c'est surtout le fait d'avoir été beaucoup au théâtre, de voir à peu près tout ce que je pouvais voir, qui m'a aidé à poursuivre ma carrière. Pour vous, il n'y a pas eu d'aventure au conservatoire ou Non, j'ai songé à un moment donné d'entrer au conservatoire, mais j'étais déjà trop vieux. Et on m'aurait accepté si j'avais insisté, mais comme observateur simplement.
ça m'a paru de plus ou moins grand intérêt. Et vous aurez accepté plus facilement la faculté de médecine. Ah, peut-être. Mais ça devait être assez traquant, si je peux m'exprimer ainsi, pour un jeune Canadien, pendant ces années-là, de se produire sur des scènes à Paris et puis de faire des tournées en France. Vous n'étiez pas nombreux, je crois. C'est-à-dire que, évidemment, on ne se sentait pas chez soi, de toute façon. C'est-à-dire que je ne me suis jamais senti les coups des franches en France. Je dois avouer qu'à cette époque-là, si j'avais pu y rester, d'ailleurs, j'y serais probablement resté. J'y étais très heureux. Si j'avais pu trouver du travail et du travail intéressant, j'y serais probablement resté. Mais jamais je ne me suis senti mes coups des franches pour me battre, disons. Là, vous êtes revenu. Et j'ai décidé que c'était ce que j'avais à faire et je suis revenu. C'est-à-dire que je suis revenu en deux temps. Je suis revenu d'abord une première fois en 1950 et j'y ai passé à peu près 3 mois. J'ai passé à peu près 3 mois à Montréal. Et je me sentais extrêmement malheureux. Alors encore une fois, je suis retourné en Europe, cette fois-là avec le peu d'argent que j'avais réussi à faire à la radio. Pourquoi vous vous sentiez malheureux quand vous êtes revenu la première fois? Parce que je me sentais complètement déraciné. Évidemment, il y avait plus de 4 ans que j'étais parti. Et à l'époque, il faut bien se rendre compte du fait que Montréal était un grand village. Ça n'était pas loin de là la ville que c'est devenu maintenant. Je crois que tout le monde s'en souvient. Et l'activité dans les domaines intellectuels était extrêmement restreinte. On se sentait vraiment isolé. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle je me sentais très malheureux. Alors là, vous avez dit, je retourne à l'étranger, je retourne en France. Oui, je me suis dit, je retourne à l'époque. Chez moi. C'est ça, je me suis probablement dit, je retourne chez moi. Et c'est durant ce deuxième séjour, qui a été assez court d'ailleurs, qui a été de quelques mois, où je me suis posé le problème et où j'ai choisi la solution du retour à Montréal. Malgré tout, parce que vous étiez encore quand même, malgré tout, un étranger en France. Oui, bien sûr, et puis je me sentais quand même avec des racines beaucoup plus ancrées dans le milieu canadien de langue française que dans le milieu français et européen. Et puis là, vous êtes revenu... c'est à ce moment-là qu'il y a eu la fondation du Théâtre d'Essai de Montréal, je crois. Oui, c'est juste. C'est juste. C'est-à-dire que la fondation du Théâtre d'Essai de Montréal a déjà eu lieu au moment de mon premier retour. Et à cette époque-là, j'avais ressenti le besoin de contribuer, pour autant que je pouvais le faire, à l'éclosion d'une dramaturgie nationale. Et alors, comme je sentais absolument le besoin de l'éclosion d'une dramaturgie nationale pour que l'activité théâtrale prenne sa pleine valeur, j'avais décidé de monter une pièce d'Éloi de Grandmont, une pièce qu'Éloi de Grandmont m'avait soumise d'ailleurs pendant que j'étais en Europe. Et c'est à ce moment-là que j'ai fondé avec lui le Théâtre d'Essai. Qu'est-ce que c'était cette pièce? Cette pièce s'appelait Un fils à tuer. Ah oui. Et c'est une pièce qui a été créée au Théâtre du Jésus en 1950. Et c'était le Théâtre d'Essai? C'était le Théâtre d'Essai de Montréal. Et alors le Théâtre d'Essai de Montréal a eu une deuxième activité. C'est quand j'y ai monté une pièce que j'avais écrite qui s'appelait Rose la Tulipe, oui, qui était une pièce basée sur le folklore, sur l'histoire de folklore de Rose la Tulipe. Les deux pièces sont, disons, ont profité d'un succès d'estime, comme on dit quand on veut être poli et qu'on ne veut pas dire que ça a été des fours. Et à ce moment-là, Jean Gascon, qui lui-même était resté en Europe et avait joué pendant 2 ans, je crois, au nouveau centre dramatique de l'Ouest, qui était situé à Rennes, qui est toujours situé à Rennes d'ailleurs, a dû rentrer au Canada, lui, pour des raisons personnelles. C'est-à-dire qu'il venait d'avoir un deuxième enfant, et ce qu'il gagnait en France ne lui permettait absolument pas de vivre. Alors il a décidé de rentrer. Et lorsqu'il est rentré, le père Legault a songé à lui confier les Compagnons de Saint-Laurent. Mais si je me rappelle bien, les conditions qu'il lui offrait n'avaient pas semblé acceptables à Jean, puisque le père Legault voulait conserver, je pense, une mainmise assez importante sur les activités et la destinée des Compagnons de Saint-Laurent. Et à ce moment-là, les compagnons étaient déjà en perte de vitesse, je crois. En perte de vitesse très sérieuse.
Alors, c'est à ce moment-là que Jean et moi, nous avons songé à fonder notre propre compagnie. Le hasard a voulu qu'un jour, nous rencontrions un monsieur qui s'appelait Marc Drouin, qui était un avocat de Québec à l'époque, à qui nous avons confié nos projets, et qui s'est chargé de nous trouver non pas des bailleurs de fonds, mais des gens qui nous garantiraient une certaine somme à la banque. Et effectivement, il nous a trouvé 10 personnes qui nous ont garanti chacun $500 à la banque. Bon. C'est là qu'est l'origine du Théâtre du Nouveau Monde. C'était l'origine du Théâtre du Nouveau Monde, effectivement. Mais à ce moment-là, vous ne deviez pas croire que le théâtre survivrait aussi longtemps et deviendrait, si on veut, le symbole de la stabilité du théâtre au Québec. Je pense que c'était un étonnement de notre part à chaque saison de voir que nous étions encore en activité. Bien sûr, il faut dire que les comédiens étaient payés, c'est-à-dire que nous faisions du théâtre sur un plan théoriquement professionnel, bien sûr, mais que comme la première année, nous ne donnions que 11 représentations à Montréal et 2 représentations à Québec, que ce n'était pas véritablement avec ça que les comédiens gagnaient leur vie. Par contre, sur le plan de l'administration, il n'y avait personne d'entre nous qui recevions quoi que ce soit comme salaire. Et à cette époque-là, nous avions fondé le Théâtre du Nouveau Monde, en plus de Jean et de moi, avec Guy Hoffman, André Gascon, Éloi de Grandmont, Robert Gadoua et Georges Groux. Ce public qui, il faut bien l'avouer, s'il avait 30 ans, disons, lors de la fondation du Théâtre du Nouveau Monde, a 50 ans maintenant. Or, ce public-là a pris des habitudes d'ailleurs qui lui ont été dictées par le répertoire que le Théâtre du Nouveau Monde mettait à l'affiche, bien sûr. Mais comme depuis 3 ans, c'est-à-dire, je remonterai même un peu avant ça, avant que Jean Gascon ne quitte son poste de directeur artistique du Théâtre du Nouveau Monde. Je me réfère par exemple à la dernière saison qu'il ait faite. Je pense que lui-même avait senti le besoin d'une définition plus stricte, plus précise du Théâtre du Nouveau Monde sur le plan répertoire. Et lorsque je pense par exemple au fait que durant cette dernière saison, il avait mis à l'affiche dans la même saison des pièces comme Lorenzaccio, Mère Courage et Les Sorcières de Salem, je pense que cela dénote que Jean Gascon lui-même avait un souci à ce moment-là, un souci de renouvellement de répertoire, et je pense qu'il désirait que son répertoire fût davantage en prise sur son époque et sur la société dans laquelle il vivait. Et quand j'ai pris le Théâtre du Nouveau Monde, je n'ai fait qu'accentuer cette direction, cette poussée. Et je pense qu'il est impossible de faire autrement pour une compagnie de théâtre qui prétend faire autre chose que le divertissement du public. Maintenant, quand je dis ça, je n'émets aucun jugement sur le théâtre conçu en tant que pur divertissement. C'est un théâtre qui a sa place, mais je pense que surtout c'est un théâtre qui est très bien servi, pleinement servi à Montréal, et que si le Théâtre du Nouveau Monde se donnait comme but simplement de divertir le public lui aussi, eh bien il ne ferait que se poser en duplication d'un théâtre qui existe déjà. On se demande quelle a été l'évolution du TNM depuis 1951 jusqu'à maintenant. Quelles ont été les principales étapes de son évolution? Au début, le TNM se devait d'être éclectique, c'est-à-dire d'avoir l'esprit le plus élargi possible. Je dis bien pas large, parce que c'est pas ce que je veux dire, mais élargi. Tout simplement parce que il était, à un moment donné, même il était seul. Il était la seule compagnie à faire du théâtre à Montréal. Là, il fallait varier les genres. Bon, alors je pense qu'à ce moment-là, on a eu raison d'avoir un éventail de répertoire extrêmement varié. Et d'ailleurs, pour être très honnête, il faut dire aussi que peut-être que ça ne correspondait pas, je veux dire, un répertoire très typé ne correspondait pas à des préoccupations intellectuelles et morales chez nous. Je parle de Jean Gascon, de moi-même et des autres qui faisaient partie du Théâtre du Nouveau Monde. Disons qu'à ce moment-là, nous avions une prise de position
qui était une prise de position purement artistique. C'est-à-dire que notre but principal était de faire des spectacles artistiquement valables, un point c'est tout. Et c'est une politique qui a été suivie pendant de très nombreuses années, mais avec les années, disons jusque vers 1960, 61, 62, on a commencé à sentir quand même un autre besoin. Et puis vous-même, vous avez quitté le TNM à un certain moment. Donc à ce moment-là, j'étais assez inquiet. Je ne dis pas que j'ai cessé de l'être, parce que je pense que le doute est générateur d'action, mais j'étais assez inquiet sur le théâtre du Nouveau Monde, d'autant plus qu'il y avait un phénomène très net de fatigue qui se manifestait. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous aviez fait la preuve que vous pouviez très bien jouer Molière. Ça, c'était acquis. Et il y avait certaines choses comme ça qui étaient Molière, acquises. Feydeau, Oui. et d'autres pièces aussi, bien sûr. On avait fait l'Échange, bon, on avait fait, Et on vous-même, avait fait vous La aviez Mouette. l'impression que vous tourniez en rond, là. Que nous tournions en rond, et surtout, il y avait un phénomène très net de fatigue. C'est-à-dire que même sur le plan qui était celui sur lequel nous voulions nous défendre, c'est-à-dire sur le plan strictement artistique, c'était loin d'être satisfaisant. Mais quand vous avez quitté pour quoi et pour faire quoi? Justement parce que le théâtre ne m'amusait plus. Et j'emploie le mot amuser à dessein, c'est-à-dire que j'ai la conviction que quand on ne prend plus intérêt, quand on ne prend plus amusement à faire quelque chose, quand on le fait simplement comme une tâche, ben, il vaut mieux ne plus le faire parce qu'on est sûr qu'on ne fait pas du bon travail. Alors je sentais moi-même de la fatigue, du découragement, de l'ennui à faire du théâtre, et j'ai donc décidé à ce moment-là, puisque je n'étais pas en mesure d'imprimer au Théâtre du Nouveau Monde la nouvelle direction que j'aurais voulu lui voir prendre, j'ai donc décidé de quitter le théâtre à ce moment-là et de faire de la télévision, ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et puis vous êtes revenu comme par hasard au moment du départ de Oui. Jean Gascon. Parce que à ce moment-là, vous vouliez vous lancer un peu dans l'action sociale par les voies du théâtre, si oui. je me souviens bien. D'abord, ce qui s'était produit, c'est que en 1966, je me suis dit, je vais voir si le théâtre m'amuse encore. Il y avait 3 ans que je n'étais pas remonté sur une scène. Et comme on reprenait à Stratford le Henri V de Shakespeare dans lequel j'avais joué en 1956, c'est-à-dire 10 ans auparavant, je me suis mis en rapport avec Jean, qui à ce moment-là venait d'être nommé directeur artistique adjoint au Festival de Stratford, et je lui ai demandé s'il aurait besoin de moi pour jouer. Vous aviez la nostalgie des planches. Non. Non? Non. Pas du tout. Jamais je n'ai souffert de ne pas jouer sur scène pendant les 3 ans que je n'ai pas joué sur scène. Au contraire, presque tous les soirs, je m'étonnais moi-même à avoir la possibilité de rester chez moi, de faire autre chose, d'aller voir des amis, d'aller au cinéma ou de regarder la télévision ou de faire quoi que ce soit d'autre que de monter sur les planches et de jouer la comédie. Non, je ne peux pas dire que... je voudrais bien le dire, mais je n'avais pas la nostalgie du théâtre. C'est simplement par curiosité, je me suis dit, je vais voir si ça m'amuse encore. Alors effectivement, tout ça mis ensemble, lorsque Jean Gascon m'a demandé si je consentirais à prendre la relève et à lui succéder comme directeur artistique du Théâtre du Nouveau Monde, lui considérant qu'il ne pouvait plus continuer parce qu'il n'en avait plus les moyens pécuniaires et physiques, et l'offre qu'on lui faisait à Stratford étant extrêmement alléchante, on lui offrait des moyens normaux de travail. Il jugeait donc qu'il devait accepter Stratford, mais seulement il ne voulait pas le faire sans s'assurer qu'il y ait au moins une tentative de revivification du Théâtre du Nouveau Monde. Et les 2 seules conditions que j'ai posées, l'une à Jean Gascon, je lui ai demandé la permission de me servir de son départ, de m'en servir véritablement, et de m'en servir honnêtement, mais de bien dire qu'on ne pouvait pas se permettre comme ça des saignées de cette importance-là très souvent. Et par contre, j'ai aussi imposé des conditions sur le strict plan travail et monétaire au conseil d'administration du Théâtre du Nouveau Monde, c'est-à-dire que je ne voulais pas recommencer ce que j'avais fait pendant une quinzaine d'années, gagner ma vie à la télévision pour ensuite dépenser mes énergies à un endroit qui ne me permettait pas de vivre. Vous ne vouliez pas redevenir au vide de Plouffe pour faire vivre le Nouveau Monde? Absolument pas. Je pense que c'est une chose que j'ai pu faire à l'âge où je l'ai fait, mais que je ne pourrais plus refaire maintenant. Les énergies ne sont plus à près de 50 ans ce qu'elles étaient quand on avait 30 ans, bien sûr.
Mais vous avez et la beaucoup patience d'énergie manque. quand vous parliez de syndicalisme à votre retour au TNM, je m'en souviens. Oui. J'en ai toujours autant d'ailleurs, Oui. bien que je sois un petit peu D'accord. déçu, mais peu importe. Maintenant, je voudrais quand même faire une mise au point. Je ne veux pas faire ce que Jean Vilar appelle de l'ouvriérisme. C'est-à-dire que je ne veux pas faire de démagogie et je ne veux pas avoir l'air d'être le monsieur qui défend ce qu'on appelle les ouvriers ou les travailleurs et qui veut absolument les amener au théâtre contre leur gré. Mais est-ce que vous Absolument n'avez pas. pas voulu les intéresser au théâtre quand même? J'ai voulu intéresser au théâtre une couche de la population qui n'y était pas intéressée pour plusieurs raisons, dont l'une entre autres était qu'ils ne se considèrent pas comme ayant droit, disons, au théâtre. On ne peut pas économique. les entrer de force au théâtre quand On même. ne peut pas les syndiqués. entrer de force. Donc tout ceci est une question d'éducation et d'information. Je ne dis pas d'instruction, je dis bien d'éducation, une question de conditionnement, une question de contact avec ces gens-là. Quand j'ai fait On n'a pas tué Joe Hill, j'ai cru que j'établirais ce contact. Or, je ne l'ai pas établi. Je l'ai établi, oui, je l'ai établi avec les organisateurs qui m'ont donné une collaboration complète. Vous êtes allé dans les usines, je crois. Autant que faire se peut, mais Oui. pas autant qu'il aurait fallu. Là où je suis allé surtout dans des réunions, disons, de cadres syndicaux. Et j'ai parlé à des gens qui étaient presque déconvaincus au départ. Mais je n'ai jamais pu entrer directement en relation avec les militants syndicaux. Et je pense que c'est ça, le genre de relation qu'on devrait chercher. Donc, dans les milieux syndicaux, ça a été, disons, un demi-échec ou un demi-succès. Oh, ça a été un échec. C'est un échec. Je peux bien dire que Joe Hill a été un échec. Pour plusieurs raisons aussi. Peut-être est-ce que c'est une mauvaise chose que de croire que parce qu'on leur présente une pièce sur le syndicalisme, que Ouais. les syndiqués vont automatiquement être intéressés. Peut-être cherche-t-il au théâtre une autre chose que ça. L'évasion, Non. peut-être. L'évasion, justement, si vous voulez qu'on parle de l'évolution, qu'on revienne à l'évolution du théâtre du Nouveau Monde, on peut dire que le côté évasion du théâtre est une notion qui est assez dépassée Ce n'est plus ce que le de nos public jours. demande, il semble. Ce n'est plus ce que le public demande, ou alors c'est une minorité du public qui le demande. Non, mais peut-être viennent-ils trouver un autre genre d'identification. Une identification comme citoyen à part entière d'une société dans laquelle ils vivent. Et non pas simplement une identification en tant que syndiqué qui se retrouve avec ces problèmes, lesquels problèmes créent l'affrontement avec la Vous savez société. ce que vous dites là. Donc, comment est-ce possible aujourd'hui d'être directeur du TNM, je vous le demande? Ça n'est pas facile. Ça, c'est en tout cas une chose que je peux affirmer sans crainte de me tromper. C'est extrêmement angoissant. Surtout pour une personne, et je pense que dans cette situation-là, on ne peut pas faire autrement, surtout pour une personne qui a comme ressort d'action le doute. Il est bien sûr que jamais je ne peux me dire qu'un choix a été un choix justifié avant que ce choix n'ait subi l'épreuve du public. Maintenant, je dois souligner aussi que ce n'est pas nécessairement la désaffection ou la fréquentation du public qui est le seul critère de la valeur d'un spectacle, ça bien sûr. En plus de ça, je voudrais dire ceci, c'est que il est impossible maintenant pour un directeur de troupe d'agir individuellement, de s'enfermer dans sa tour d'ivoire et d'agir individuellement. Ce qui a été valable pendant assez longtemps, ce que Vilar a fait pendant tout le temps qu'il a été au TNP, et ce qu'il a très bien réussi. Mais je crois que si Vilar revenait au TNP maintenant, il ne pourrait plus le faire. Et je crois que à la tête d'une troupe, il y a de plus en plus maintenant une équipe. Bien sûr, une équipe nécessite une ligne d'autorité, d'accord. Mais cette ligne d'autorité tend de moins en moins à être pyramidale. Elle tend de plus en plus à devenir horizontale. Est-ce qu'il y a quand même une ligne d'action que vous vous êtes déterminée, vous et les vôtres? Est-ce qu'il y a une philosophie du Nouveau Monde actuellement? La façon la plus précise dont je pourrais la définir est la suivante. C'est que, d'abord, jamais nous ne choisirons une pièce que pour des valeurs strictement artistiques et esthétiques. Il faut que cette pièce, en plus d'être valable sur ces deux plans, soit en prise, soit significative,
pour l'époque où nous vivons et pour la société dans laquelle nous vivons. Maintenant, je ne veux pas dire par là qu'elles doivent nécessairement traiter directement de nos problèmes, car il y a toujours, bien sûr, un processus analogique qui fait que je prétends que Tartuffe est une pièce d'actualité. Malheureusement, je crois qu'elle le sera toujours. Bon. Que Hamlet est une pièce d'actualité, même si elle ne traite pas de nos problèmes. Bon, ça d'une part. Et ça, c'est valable pour toutes les pièces du répertoire, disons, et pour toutes les pièces de création, toutes les pièces étrangères de création. Et le problème se pose, puisque nous allons créer, effectivement, 15 jours après Paris, Jeu de massacre de Ionesco au mois d'octobre prochain. Maintenant, il y a autre chose aussi, c'est que sur le plan de la dramaturgie nationale, nous nous sentons tenus à collaborer à l'éclosion et au développement de cette dramaturgie nationale. Mais également, nous appliquons à cette dramaturgie nationale les mêmes critères que nous pouvons appliquer au répertoire étranger. C'est-à-dire que cette dramaturgie nationale devrait être en prise sur son époque et la société dans laquelle nous vivons. Parce que je crois que le public a le droit d'être exigeant, le droit et le devoir d'être exigeant envers les hommes de théâtre, mais je pense aussi que les hommes de théâtre ont le droit et le devoir d'être exigeants envers leur public et de ne pas leur présenter toujours des choses qui vont paraître faciles de digestion. C'est-à-dire que le public, les spectateurs qui sortent d'un spectacle, en étant heurtés, en étant même quelquefois furieux, même en se désabonnant du même en désirant se désabonner du théâtre du Nouveau Monde, eh bien je crois que ces spectateurs-là sont venus prendre au théâtre ce qu'ils étaient en droit d'y prendre.